Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la cellule d'appui à la mise en œuvre de la réforme de la RFIE, bien connue de tous maintenant. Et donc, ce midi, on va plutôt se centrer sur l'intégration du genre dans la formation initiale des enseignants. Et on constate qu'aujourd'hui encore, de nombreuses études mettent en évidence les pratiques éducatives différenciées chez nos enseignants en fonction du sexe de leurs élèves, et ce tant au niveau des interactions que de l'évaluation. Et que donc, c'est vrai qu'inconsciemment, on se rend compte que l'enseignant n'est pas toujours neutre et il peut adopter des attitudes différenciées face à leurs élèves qui peuvent alors reproduire des stéréotypes de type sexiste. Et donc, parfois, on se rend compte que c'est pas facile, mais qu'il y a des exercices à mener au mieux pour retrouver le sens de la nuance. Et donc, ces attitudes différenciées ont des conséquences sur les comportements, attitudes et performances des élèves. Et donc ces stéréotypes peuvent induire une division sexuée des savoirs. Concrètement, ça signifie que les garçons ont tendance parfois à s'orienter vers certaines filières et les filles par rapport à d'autres filières, et qu'aujourd'hui, je pense que les temps ont changé et qu'il faut s'atteler à gérer ça autrement. Donc nous avons déjà eu l'occasion d'aborder largement cette thématique lors d'un webinaire organisé avec le comité Femmes et Sciences, dont je salue le président. Et donc, à l'occasion de cette journée internationale des femmes et des filles de sciences, d'ailleurs, je rappelle que le débat est aussi de nouveau, on peut le regarder sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube, on peut le revoir si certains l'ont manqué. Et donc, c'est en multipliant des initiatives comme celle-ci qu'on peut promouvoir une représentation des genres mieux équilibrée et d'éviter les stéréotypes de type sexiste. Et donc, sans plus attendre, et je vais remettre ma caméra après, mais comme ça, je vais respecter les consignes. Je recède la parole à Xavier et je vous souhaite déjà à toutes et à tous. D'abord, je vous félicite pour être aussi nombreux à suivre le débat du jour et je cède la parole à Xavier pour le débat. Merci Laurent pour cette introduction, cette mise en perspective. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, la cellule d'appui à la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, cellule d'appui RFIE, c'est plus court, au sein de l'ARES, vous souhaite la bienvenue donc pour cette cinquième et dernière rencontre autour des thématiques transversales. Et je tiens à remercier encore fortement Cathy qui encore hier, avec les soucis techniques, s'est démenée pour trouver des solutions. Voilà, merci. Et donc, les 4 webinaires précédents étaient consacrés à l'éducation à la citoyenneté mondiale, à l'éducation aux médias, à l'égalité des chances, à la maltraitance infantile dans la formation initiale des enseignants. Et donc, tous ces webinaires, pour rappel, vous pouvez les revoir. En tout cas, ils sont disponibles pour vous, vos collègues, si vous n'étiez pas là, avec vos collègues s'ils n'étaient pas là, sur notre site internet en replay. Alors aujourd'hui, nous traitons de la problématique du genre. Laurent a déjà brossé, je pense, certains de ces enjeux majeurs et les intervenants ne manqueront pas évidemment d'approfondir tous ces aspects. Et dans le cadre d'ailleurs de ce webinaire, il s'agit de répondre principalement à 2 questions qui seront traitées en 2 temps. Dans un premier temps, pourquoi une sensibilisation au genre est-elle essentielle dans la formation initiale des enseignants? Et la deuxième question, comment intégrer cette sensibilisation au genre dans la formation initiale des enseignants. Donc pour chacune de ces questions, les intervenants ont consacré un temps de présentation qui à chaque fois sera suivi d'un jeu de questions-réponses. Donc vous aurez l'occasion de questionner les intervenants. Et donc pour rappel, comme je l'ai dit en introduction, utilisez l'outil conversation qui se trouve avec le bouton symbolisé par une petite bulle en dessous sur la barre des tâches. Alors pour aborder ces questions, vous avez fait appel à 3 organisations. La première, c'est la SBL Université des femmes, qui a pour mission la formation et la recherche ancrée dans le terrain depuis 40 ans. Donc l'Université des femmes pose sur le monde une grille de lecture féministe grâce aux rapports sociaux de sexe et sera représentée par Nathalie Collignon, historienne et chargée de projet, spécialisée en histoire des mécanismes de fondation et de fonctionnement des institutions, avec une grille de lecture de genre. Elle travaille donc depuis 2 ans en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le thème de l'égalité filles-garçons à l'école. La deuxième organisation, c'est la direction de l'égalité des chances, qui a chargé de mettre en œuvre au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles la politique d'égalité des chances et des droits des femmes.
Dans ce cas-là, c'est Mathilde Délier qui représente cette organisation, qui est attachée et travaille sur les compétences enseignement, éducation, mais aussi sur les dossiers EVRAS. Donc EVRAS, c'est éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, dans le secteur de la jeunesse, en collaboration avec le service jeunesse, donc du ministère de la Fédération. Enfin, nous aurons les CMEA, donc les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, qui sont la troisième instance avec laquelle on a collaboré, qui est un mouvement militant d'éducation nouvelle et pour lequel la formation, l'animation, les accompagnements de terrain et les publications sont les outils d'action privilégiés. Pour les CMEA, seront représentés par Marie-France Zico, coordonnatrice du groupe pour une éducation à l'égalité des genres, formatrice du secteur école et du secteur genre, ainsi que Catherine Lochet, coordonnatrice du groupe école, formatrice du secteur genre et du secteur école. Et donc, on vous remercie fortement et chaleureusement pour l'application que vous avez eue dans la préparation de ce webinaire et pour vos présentations. Merci d'avance. Mais nous tenons à rappeler aux participants que c'est aussi l'occasion, ces webinaires, c'est un petit peu l'ambition première qu'on avait, c'est de faire un point de départ d'une collaboration éventuelle future entre vous, représentants de vos établissements, avec vos établissements et les organisations qui sont invitées ici, ces 3 organisations. On sait que par ailleurs, dans les 4 webinaires précédents, ça a déjà porté ses fruits et qu'il y a déjà eu des initiatives de collaboration qui ont émané des établissements. Donc, n'hésitez pas à le faire par après. Alors, donc, n'hésitez pas non plus à poser vos questions dès l'entame des présentations lorsque vous avez une idée de questions en tête. Outil conversation qui se trouve dans la barre des tâches. Voilà. Bonne présentation à toutes et tous et je cède la parole à Mathilde Délier pour traiter de la première question. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Xavier et Laurent pour cette introduction et pour cette invitation. Nous sommes très heureuses à la Direction de l'égalité des chances de pouvoir participer et de clôturer avec vous cette série de webinaires. Avant de laisser la place au secteur associatif, je voudrais vous dire quelques mots sur la Direction de l'égalité des chances. Donc certaines d'entre vous ne nous connaissent peut-être pas. Bon voilà, Xavier et Laurent vous ont déjà un peu expliqué notre travail. Donc je ne vais pas revenir dessus. Donc je vous ai mis le lien vers le site de la Direction de l'égalité des chances pour connaître davantage nos actions et missions, notamment dans les compétences donc, liées à enseignement supérieur et obligatoire et aux autres compétences. La Direction de l'égalité des chances produit également et commandite des outils, des publications, des études et des recherches avec le secteur associatif, spécialisé dans les questions d'égalité femmes-hommes, droits des femmes et active dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et les inégalités sociales, également aussi avec le secteur académique. Certains outils d'ailleurs qui vous seront présentés aujourd'hui se retrouvent aussi sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Dans le cadre de ces missions, la Direction de l'égalité des chances est aussi amenée à formuler, élaborer des recommandations, des avis à destination des membres du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est dans ce cadre notamment, là j'ai changé de slide, est-ce que vous voyez le changement de slide? Ça fonctionne. Très bien. Alors, donc c'est dans ce cadre que la Direction de l'égalité des chances a travaillé activement avec les acteurs et actrices, notamment aussi dans le groupe de travail numéro 4 du comité Femmes et Sciences hébergé à l'ARES, à intégrer la dimension de genre dans le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants-enseignantes, en se basant notamment sur plusieurs autres textes légaux, dont celui relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la communauté française. Et donc, c'est ainsi que, suite à tout ce travail, que la dimension de genre a pu être introduite dans le décret, aussi bien au niveau transversal
dans la formation directe et différée, dans les 6 axes de formation, avec une attention particulière et une priorisation pour les axes 3 et 4, donc une formation à et par la pratique, une formation didactique et pédagogique. Et la dimension de genre a pu également être intégrée au niveau plus spécifique, donc dans les contenus de formation, aussi bien dans la sociologie de l'éducation, dans la psychologie notamment. Alors, voilà, ces textes légaux, ils existent et ils sont importants. Et c'est pour ça qu'on voulait commencer par vous les rappeler, parce qu'en fait, ils permettent de fixer un cadre à suivre, une démarche commune, un langage commun. Mais on sait bien que ça ne suffit pas toujours. Et d'ailleurs, la définition de genre n'y est pas présente. On ne sait pas non plus, que recouvre cette dimension de genre et comment la traduire en pratique, comment créer un habitus de nouvelles pratiques. Tout ça est un enjeu, et donc traduire ces prescrits légaux en pratique, c'est un enjeu, et je dirais même que c'est un enjeu sociétal, parce que un ou une future enseignante qui sera consciente des inégalités et des discriminations sexistes pourra contribuer activement à changer les mentalités, à construire des relations plus égalitaires entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons. Et du coup, c'est un enjeu pour nous aussi, et ça relève de notre travail de pouvoir former au mieux ces futurs enseignants, enseignantes, pour que nous aussi, nous puissions contribuer à cette société pour qu'elle soit plus égalitaire. Alors aujourd'hui, il est surtout question d'amorcer avec vous un début de réflexion, de sensibilisation pour passer à l'étape suivante. Commencer à s'outiller, se former, s'informer, s'auto-former. Alors, il existe un corpus d'études en genre, un corpus scientifique, académique, mais il existe aussi du travail de terrain et des acteurs et actrices de terrain, notamment dans le secteur associatif, qui sont aussi les plus à même de transmettre leurs connaissances, leurs bagages, outils, afin que vous puissiez, par la suite et à l'issue de ce webinaire, repartir avec des premières bases de travail. Et c'est pour ça que je ne m'attarde plus et que je passe la parole à Marie-France Zico pour la suite de ce webinaire. Merci beaucoup tout d'abord à l'ARES pour l'invitation à venir partager nos réflexions autour de l'égalité des genres lors de ce webinaire. Merci 1000 fois à Cathy surtout pour sa patience hier suite aux soucis techniques. Voilà, merci beaucoup Cathy pour tes encouragements et ta présence qui a permis qu'on arrive quand même à proposer quelque chose aujourd'hui. Voilà, je vais rapidement proposer de présenter les CMA parce que je trouve que c'est toujours important de savoir d'où parlent les gens, de situer les propos. Donc moi, je m'appelle Marie-France Zico, je suis formatrice au CMA et tout à l'heure, vous entendrez ma collègue Catherine. Nous travaillons donc dans les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Comme le disait tout à l'heure Xavier, c'est un mouvement d'éducation donc militant, international, laïque, qui a été créé en France en 1936 et qui est actif en Belgique depuis quelques années maintenant, puisque c'est depuis 1947. Nous avons donc des valeurs et des principes qui sont liés à l'éducation nouvelle. Et dans nos principes, dans nos objets, nous avons comme objet de lutter contre toutes les formes d'obscurantisme et du coup d'agir pour une société égalitaire et solidaire. Avant toute chose, parler de genre. C'est important aussi d'avoir se construire un langage commun. Ça a été aussi mentionné tout à l'heure dans l'introduction. Le mot genre est un petit peu utilisé à toutes les sauces pour le moment, et donc de savoir exactement d'où on parle quand les CMA parlent de genre, je pense que c'est important. Je m'en excuse déjà si ça va être peut-être redondant, la question des stéréotypes, avec peut-être des webinaires auxquels vous avez déjà assisté précédemment, mais j'avais envie que ce soit un petit peu fluide dans la présentation. Vous allez voir que tout fait un fil rouge. Donc le genre, quand on me demande souvent ma définition du genre, je ne donne pas une définition,
je donne une citation que vous connaissez certainement. Hein. C'est la citation de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. On pourrait dire, bien entendu, on ne naît pas homme, on le devient. Tout est dit dans cette citation, à la fois le côté naissance, hein, ce avec quoi l'on naît, c'est-à-dire effectivement les organes sexuels, hein, ce qui se passe dans la salle d'accouchement quand on dit c'est une fille, c'est un garçon, et on le devient, toute la construction qui est faite au départ de ces caractéristiques physiologiques. Si on regarde sur Wikipédia, la définition du genre, elle me convient assez. En fait, le genre est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner les différences non biologiques entre les femmes et les hommes. Autrement dit, le genre, qu'on appelle aussi parfois rapports sociaux de sexe, c'est la manière dont une société conçoit les normes de la masculinité et de la féminité, ainsi que tous les mécanismes, et on va en voir quelques-uns, mis en place pour que les individus y correspondent à travers leur comportement, leur rôle, leurs tâches, leurs relations. Les stéréotypes jouent bien entendu un rôle très très important dans la transmission de ces normes de genre. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un stéréotype ? Imaginez, vous êtes en train de jouer à ces jeux où effectivement, sans pouvoir parler, vous allez devoir faire deviner à votre équipe un concept. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser de mots, vous n'avez devant vous qu'une feuille et un crayon. Imaginez que je vous demande de dessiner et de faire très rapidement deviner à votre équipe un Américain. Il y a de fortes chances que l'Américain que vous dessiniez corresponde à ceci, ou en tout cas ait des attributs. Le hamburger, le chapeau de cow-boy, le drapeau américain. Même chose, si je vous avais demandé de dessiner très rapidement et de faire deviner un Allemand, eh bien, il y a de fortes chances qu'il ait une bière en main, une saucisse de Francfort et un chapeau tyrolien. Effectivement, les stéréotypes, ce sont des images mentales qui nous viennent sans qu'on le demande en fait. C'est instantané, c'est inconscient. Je vous dis un mot, il y a une image mentale qui vous vient. Donc ce sont des représentations mentales qui sont fondées sur des codes culturels communs, et ça c'est important parce que tous les stéréotypes ne sont pas les mêmes, et heureusement dans toutes les régions du monde. Mais donc les stéréotypes, on en a besoin parce que ça nous aide à structurer notre pensée, à classer des informations, à établir aussi des stratégies de communication, de relation, de séduction ou de défense. Mais le problème des stéréotypes, c'est qu'ils mettent les personnes, si on ne les voit à travers que ce filtre-là, dans des cases. C'est-à-dire qu'on va focaliser sur un critère qui peut être, par exemple, la nationalité. Hein, les Belges sont des bons vivants, les Français sont chauvins, le métier, la couleur de peau, la religion, l'orientation sexuelle. Hein, tous les homosexuels, tous les gays sont forcément coquets, par exemple. Ils attribuent ainsi des qualités, des défauts, des comportements à tout un groupe sans tenir compte des différences qu'il y a entre les individus qui composent ce groupe. Une définition donc du stéréotype, c'est une caractéristique projetée sur un groupe ou sur un individu en fonction d'un critère. Parfois, il peut y avoir aussi deux critères croisés, hein, la religion, l'orientation sexuelle, je l'ai dit, de manière à définir ce groupe ou définir cet individu et le catégoriser. Et donc, ça nie la multiplicité des facettes qui composent l'identité de chacun, chacune. Nous avons chacun, chacune une multiplicité de facettes et les stéréotypes font un focus sur une seule. Les stéréotypes sexués maintenant, parce que c'est quand même ce qui nous amène aujourd'hui à ce webinaire, c'est la question du genre. Les stéréotypes sexués sont un type particulier de stéréotype. Si je vous dis par exemple, les femmes sont douces et sensibles, les hommes sont forts et courageux. Les filles à l'école, elles aiment la littérature, la lecture, elles sont fortes en orthographe. Les garçons, c'est plus les maths, les sciences, l'informatique. À la maison, dans les rôles parentaux, une maman, c'est la tendresse, c'est elle qui console, qui donne des petits bisous. Le papa, c'est le père, c'est l'autorité, c'est la fameuse phrase « je vais le dire à ton père hein, quand il va rentrer ce soir, tu vas voir ». Et d'ailleurs, le marketing genré a très bien compris que les rôles parentaux, ça pouvait être une source d'achat potentiel, comme on peut le voir ici dans ces petits panneaux qu'on peut offrir et acheter. Et donc, les stéréotypes sexués se fondent sur le sexe biologique, hein, pour induire un rapport à une norme sociétale. En fonction de si j'ai un vagin ou si j'ai un pénis,
parce que c'est ça, hein, le sexe biologique, eh bien, on va construire autour de ça toute une série de normes, ce qui est attendu donc du masculin et du féminin dans une société donnée et à une époque donnée. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, les rapports sociaux de sexe en Belgique en 1940 ne sont pas les mêmes que les rapports sociaux de sexe en Belgique en 2021. Et de la même manière, les rapports de sexe, les rapports de genre ne sont pas les mêmes en Europe en 2021 que par exemple dans certains pays d'Afrique ou dans certains pays d'Asie en 2021. Il s'agit bien donc de quelque chose qui est localisé, donné, culturellement construit. Les stéréotypes sexués imposent ainsi forcément la vision d'un monde qui ne peut être que binaire, le masculin versus le féminin, avec bien entendu des caractéristiques telles que les codes couleurs, l'habillement, mais aussi les loisirs, les comportements, les attitudes, etc. Encore une fois, le marketing genré a bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire en jouant sur les potentielles différences. Les stéréotypes ont donc une dimension descriptive. Ils vont dire, dans les magazines, dans la publicité, dans les séries, ils vont dire un vrai homme, une vraie femme, et j'ai mis plein de guillemets, hein, c'est 3 petits points. Mais ils ont aussi une dimension prescriptive. Ils vont dire, pour être une vraie femme, pour être un vrai homme, tu dois. Et cette dimension prescriptive, on en reparlera juste après, elle a vraiment un gros enjeu et un gros pouvoir sur la construction identitaire des enfants et des jeunes notamment. Ils vont donc induire des comportements et des attitudes aux hommes, aux garçons, aux femmes et aux filles, ce qu'on va appeler des assignations. Ce sont des assignations auxquelles on va être tenté de se conformer parce qu'on a intégré que c'était ce qui est attendu de nous. Donc une assignation, c'est une prescription, une injonction qui découle du stéréotype et à laquelle, consciemment ou inconsciemment, nous allons tous et toutes être tentés de nous conformer, de nous soumettre, pour correspondre à ce qu'on imagine qui est attendu de nous dans une société donnée. Une assignation, c'est donc un stéréotype que nous avons pleinement intégré. Par exemple, pour les hommes, sois fort. Pour les femmes, sois belle. Ne pleure pas, n'exprime pas tes émotions. Un garçon, ça ne pleure pas. Au contraire, sois émotive, sois empathique, sois dans le care. Travaille pour subvenir aux besoins de ta famille. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un qui, effectivement, nourrit sa famille. Au contraire, pour une femme, c'est bien de s'occuper de son foyer et de ses enfants. On voit là, bien entendu, la dimension sphère publique, sphère privée. Les assignations de genre, donc, ça touche tout le monde. Ça touche les femmes, les hommes, ça nous enferme chacun dans des comportements attendus. Mais bien entendu, comme vous venez de le voir, ces assignations ne portent pas sur les mêmes attentes et donc elles n'ont pas les mêmes conséquences. Une illustration, je vous mets ici les covers d'un magazine, qui s'appelle GQ, qui est un magazine américain et qui met en avant des vedettes, des people, artistes, écrivains, chanteurs, hommes politiques pour cette partie-ci du document. Et puis là, vous avez les covers qui représentent les femmes. Donc, ce sont des mêmes fonctions, ce sont aussi des chanteuses, des actrices, mais effectivement, les attentes et la manière dont elles sont représentées ne sont pas du tout les mêmes que pour les hommes. Les assignations de genre, donc, pèsent sur les femmes et sur les hommes, on vient de le dire, mais par contre, les effets vont avoir des conséquences très différentes pour les unes et les autres. Parce que nous vivons dans un monde qui est non seulement clivé, masculin, féminin, mais qui est aussi hiérarchisé. Ça s'appelle le patriarcat. Et donc, effectivement, en fonction de la hiérarchisation et de la valorisation qui sont accordées au rôle et au comportement dit masculin, dit féminin, eh bien, les conséquences vont être différentes. Par exemple, le travail rémunéré est dans notre société beaucoup plus valorisé que le travail domestique. Ou encore, la force, la compétitivité, l'agressivité, la rationalité, sont aussi bien mis en avant par rapport à tout ce qui est l'empathie, l'écoute, l'altruisme ou l'affectivité, qui sont des compétences dites féminines. On l'a vu actuellement depuis 1 an dans la crise du Covid, tous les métiers autour du care, qui sont effectivement majoritairement repris par les femmes, pris en charge par les femmes, sont quand même des métiers qui sont largement sous-évalués et sous-estimés, notamment financièrement.
Autre chose, si je dis dans un groupe ou dans une conversation entre amis, les femmes sont nunuches, c'est des trouillardes, ou bien si je dis les hommes c'est des gros machos, c'est des violents, ils sont brutaux, je vais avoir autour de moi, du moins je l'espère, beaucoup de réactions de personnes qui vont dire « mais enfin, tu exagères, ce n'est pas vrai, c'est des stéréotypes, c'est des clichés ». Par contre, si je dis « les femmes sont douces et sensibles, les hommes sont forts et courageux », là, je risque certainement d'avoir beaucoup moins de personnes qui réagissent. Parce qu'effectivement, certains stéréotypes sont dévalorisants et d'autres sont valorisants. Mais ce sont tout autant des stéréotypes. Et donc, effectivement, il est plus difficile de déconstruire des choses qui nous arrangent. C'est déjà compliqué dans notre vie de lutter contre ce qui nous dérange. Mais alors lutter contre des enfermements qui nous arrangent, qui nous font parfois plaisir, qui nous ont construits dans nos modes de fonctionnement professionnels ou privés, c'est vraiment très compliqué. Peut-être que dans mon couple, cela m'arrange de jouer la maman qui console et de laisser la partie recadrage, punition à mon conjoint. Peut-être que dans une équipe de travail, peut-être même dans la vôtre, ça vous arrange que ce soit votre collègue masculin qui s'occupe de l'informatique et vous qui passiez du temps à faire les PV, par exemple, ou à répondre au téléphone. Et donc, effectivement, certains stéréotypes, certains enfermements sont plus compliqués à déconstruire parce qu'ils viennent toucher à nos modes de fonctionnement. Les stéréotypes sont partout, et à l'école aussi. Par exemple, ici, je vous mets cet exemple-là qui a fait un petit tollé il y a quelque temps. C'est une campagne de recrutement de l'éducation nationale en France pour recruter donc des enseignants et enseignantes. Voici donc la campagne déclinée en 2 affiches et vous voyez tout de suite là où je veux en venir. Et cette affiche, effectivement, a suscité beaucoup de commentaires. Laura a trouvé le poste de ses rêves, voyez les codes couleurs. Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Il n'est pas rêveur, lui, il est ambitieux. Elle lit un livre, il est avec un ordinateur. Et donc, comme quoi, même quand on est l'éducation nationale française, eh bien, les campagnes de recrutement peuvent contenir des stéréotypes. Dans les manuels scolaires aussi, peut-être en avez-vous entendu parler, il y a eu plusieurs études ces dernières années qui ont passé au crible différents manuels scolaires en France et en Belgique. Et par exemple ici en France, une étude de 2017 qui montrait que dans les manuels d'histoire de seconde, 97% des biographies des personnages historiques étaient consacrées à des hommes, 33% des femmes seulement faisaient du sport, etc. Je vous invite à aller consulter aussi l'excellente étude Sexe et manuel de la Direction d'égalité des chances. Au niveau des CMA aussi, à notre modeste niveau, nous avions fait une étude en 2012 sur les manuels scolaires de français agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, maison d'édition belge, et nous avions donc trouvé par exemple que dans les références à des personnages célèbres, il y en avait plus de 80%, presque 90% du masculin. Même chose pour les noms de métiers, 80% au masculin au niveau des noms de métiers, et au niveau des chiffres aussi, les noms de métiers étaient hiérarchisés, c'est-à-dire qu'on avait le directeur et l'institutrice, le médecin et l'infirmière. Les exercices aussi dans les manuels scolaires sont assez interpellants parfois. J'en mets juste là un petit exemple pour parler de la simultanéité. Voilà, Monsieur Martin, Madame Martin, voilà leurs occupations sur une journée. Ça ne date pas des années 60, ça date d'il y a très peu de temps, cet exercice. Alors, au niveau des manuels scolaires, on vient de le voir, mais aussi ça passe les stéréotypes, les assignations au niveau des interactions, des attitudes. C'est Laurent qui le disait tout à l'heure dans le moment de présentation. Ben oui, comment est-ce qu'on fait passer parfois de manière inconsciente en tant qu'enseignant-enseignante des stéréotypes et des assignations de genre. Par exemple, quand on fait des formations, nous, au niveau des CMA, on pose souvent ces questions-là aux enseignants-enseignantes. Est-ce que vous avez déjà pensé que les filles étaient plus travailleuses, plus soigneuses que les garçons ? Sanctionner différemment le bavardage, un groupe de filles qui parlent, un groupe de garçons qui parlent. Penser que les filles avaient une plus belle écriture. Coter différemment les filles que les garçons, ou inversement. Je vais lui mettre un petit peu en plus pour l'encourager. Ou au contraire, je vais lui mettre un point en moins parce qu'il aurait pu faire un effort. Aider davantage les garçons que les filles dans une matière, etc. En tant qu'ancienne enseignante, si on m'avait posé ces questions-là il y a 10 ans, je pense que j'aurais répondu oui à l'ensemble de ces questions. Pourquoi ? Parce que c'est la question des biais inconscients. Quand on a les enseignants qui nous disent au tout début des formations « un élève est un élève », ce n'est pas si simple que ça. Effectivement, les biais de genre sont des mécanismes inconscients qui reflètent les stéréotypes intégrés au fil de notre vie, à travers notre éducation, nos relations sociales.
Ces biais cognitifs agissent sur notre perception et notre jugement et vont nous faire voir les hommes, les femmes, les garçons, les filles différemment. Ils vont tronquer notre vision de leurs compétences, de leurs besoins, et ça va donc amener effectivement au traitement différencié dont on parlait tout à l'heure. Les stéréotypes ont aussi le pouvoir extraordinaire d'enfermer une personne dans un rôle, et sans qu'elle puisse toujours s'en rendre compte ou s'en dégager. Je vais vous donner un exemple de cette validation sur le grand nombre. Vous êtes en train, dans votre voiture, d'attendre que la voiture en face de vous fasse un créneau, et elle s'y reprend à 3, 4, 5 fois, au point que votre patience commence à être épuisée. Et puis la personne arrive à se garer, et vous passez donc à côté d'elle, vous jetez un coup d'œil sur la personne qui était au volant. Si c'est un homme au volant, vous allez vous dire, bah dis donc, celui-là, il n'est vraiment pas doué pour les créneaux. Si c'est une femme au volant, il y a beaucoup de chances que vous disiez, ah ouais, ok, c'était une femme au volant, mort au tournant, comme on dit. Et donc c'est ça, la validation sur le grand nombre. Dans l'enseignement, par exemple, un garçon qui échouerait un exercice de mathématiques va dire, oh là là, lui, en tant qu'individu, il est vraiment nul en maths, donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider? Par contre, si c'est une fille qui rate, bah oui, mais non, mais c'est normal, les filles, elles sont nulles en maths. Et donc, l'intervention qu'on va avoir, le soutien qu'on va avoir, la cotation éventuellement, va être influencée par ces biais cognitifs. Même chose avec la menace du stéréotype, ces fameuses prophéties autoréalisatrices, hein, on parle aussi d'effet Pygmalion à un certain moment. Tout me dit dans la société que je ne suis pas fait pour ça, pas faite pour cela, donc je l'ai intégré, je vais quand même essayer de le faire, je vais échouer, la société avait raison, CQFD, la boucle est bouclée. C'est ainsi qu'on a par exemple des petites filles qui s'estiment beaucoup plus nulles que les garçons, par exemple en mathématiques, ou beaucoup moins intelligentes. Elles ont intégré le fait que elles n'étaient pas au même niveau, dans les mêmes capacités que les garçons. France. 2 minutes? Oui. Oui, tout à fait, j'y suis. Merci Cathy. Le sexe des sanctions, j'en terminerai donc avec ça. Effectivement, le sexe des sanctions, c'est un phénomène très très intéressant de regarder pourquoi les garçons et les filles sont punis. Déjà, on constate que les garçons sont beaucoup plus punis que les filles, mais aussi pourquoi sont-ils punis? C'est effectivement des punitions qui tournent autour de la désobéissance, donc de l'image, de la virilité. Si cela vous intéresse, je vous invite vraiment à lire les travaux de Sylvie Héral et d'Yves Rebaud sur ce sujet. Je pense que ça peut vraiment être intéressant de travailler autour de ce sexe des sanctions. Les effets, on l'a dit, nous évoluons tous et toutes sans nous en rendre compte depuis notre plus jeune âge dans un flot continu qui sont transmis par les médias, les publicités, le marketing genré, mais également présents dans le milieu scolaire, dans le monde du travail, dans le monde sportif, etc. Et donc, ces stéréotypes véhiculent un rapport à la norme avec un impact sur là où on se sent attendu ou pas, les espaces qui nous semblent accessibles ou non, ce que l'on se sent autorisé à faire, dire, penser, etc. Nous sommes adultes, mais sur les enfants, effectivement, les impacts sont énormes. Ça va toucher à l'estime de soi, de même qu'à la capacité de se projeter. Une fille donc va difficilement pouvoir s'imaginer faire du foot, devenir mécanicienne. Un garçon va difficilement se projeter en train de faire de la danse classique ou de devenir périculteur. Et quand vous avez effectivement dans les filières scolaires toujours des qualifications autour de pour filles, pour garçons, ben ça n'aide pas. Et quand vous avez des campagnes comme le Forum, ici, devenir auxiliaire de ménage ou monteur chauffagiste, ça n'aide pas non plus. Le fait de ne pas être dans la norme va aussi entraîner chez les enfants des troubles du comportement, de la dépression, de l'isolement, des moqueries, voire du harcèlement, de la violence. Je ne vous dis pas le nombre de jeunes ou d'enfants qui viennent nous trouver après une animation en individuel pour nous parler de difficultés qu'ils vivent en classe. Des moqueries en maternelle déjà, et de la souffrance au niveau des adolescents qui doivent vraiment mettre un masque pour correspondre à ce qui est attendu d'eux. Je vous donnerai bien entendu toutes les références de ces études. Les violences sexistes touchent aussi les garçons, effectivement. Donc ici, un jeune de 18 ans qui raconte à quel point il a été agressé sexuellement pendant un atelier. Donc imaginez aussi que ça touche à la construction de la masculinité. C'est vraiment intéressant de réfléchir des deux côtés. Effectivement, de l'empowerment des femmes, des filles, comment est-ce qu'elles peuvent prendre une autre place dans l'école et d'autres prises de parole, par exemple, mais aussi sur la masculinité, la construction de la masculinité des garçons. Un dernier chiffre, donc effectivement, la dernière publication de l'UNESCO de 2009 autour du harcèlement à l'école, avec effectivement cette particularité dans notre époque
que le harcèlement ne s'arrête pas aux frontières de la maison, au mur de la maison, avec les réseaux sociaux. La maison est tout à fait perméable à ce harcèlement qui n'en finit pas, autour des normes notamment de la masculinité et de la féminité. Une fille qui serait trop masculine, un garçon qui serait efféminé, par exemple. Et j'ai terminé. Je laisserai ensuite la parole à Catherine pour, au-delà de ces constats, qu'est-ce qu'on peut faire évidemment pour agir au milieu, au sein de l'école. Je vais donc arrêter de partager mon PowerPoint et revenir vers vous. Je vois qu'il y a une question à propos des stéréotypes. Donc, la personne demande, les stéréotypes reposent malgré tout sur certaines réalités. Comment les modifier dans ce cas? Oui. Alors, quand on parle de réalité, de quelle réalité on parle, hein? Parce que la réalité, effectivement, c'est aussi une construction. Je m'explique en disant ça. Quand on me dit « Ah mais oui, mais c'est vrai, quand on regarde les filières universitaires de l'enseignement supérieur, ben c'est vrai que les filles elles sont plus fortes en littérature et les garçons sont plus forts en maths, puisque les chiffres montrent que dans la répartition, il y a plus de filles dans les filières littéraires. » Mais en fait, effectivement, soit on se dit, ben voilà, c'est la réalité, donc ça confirme quelque chose qui est inné, que les filles sont plus là-dedans et les garçons plus là-dedans. C'est une manière de voir la réalité des chiffres. Une autre manière de voir la réalité des chiffres, c'est de se dire, mais ok, ça c'est une réalité, ces chiffres-là, mais qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là? Et de dire effectivement, ben oui, tout au cours de leur processus scolaire, de leur scolarisation, de leur socialisation, on leur a dit qu'elles étaient plus fortes là-dedans. On les a freinées de manière inconsciente, hein, et même chose pour les garçons. Et donc, qu'est-ce que la réalité? Je trouve que c'est une question intéressante à se poser. Moi, c'est moi qui ai posé la question et en fait, c'était pas à cet aspect-là que je pensais, mais par exemple, vous avez mentionné le stéréotype pour un professeur de dire les filles réussissent mieux que les garçons, mais en réalité, dans les chiffres, c'est le cas. Les résultats des filles sont supérieurs à ceux des garçons, et y compris dans les filières, enfin dans les cours de mathématiques et de sciences. Alors effectivement, il y a des stéréotypes qui jouent, mais comment lutter contre ces stéréotypes quand ils sont confirmés par les chiffres? Oui, donc moi, le stéréotype, c'était que les filles étaient plus fortes en littérature, les garçons plus forts en maths. Donc, je n'ai pas parlé de stéréotype comme quoi les filles réussissent plus, mais et vous avez tout à fait raison. Donc, c'est une réalité dans les chiffres. Et donc, c'est effectivement de se dire encore une fois, je reviens à ce que je disais, c'est au-delà de ce constat-là, comment on l'explique? Quelles sont les origines de ce constat? Et c'est en fonction de ça qu'on peut agir, de dire, ben, effectivement, ce constat, est-ce qu'il vient confirmer quelque chose qui est de l'ordre de l'inné? Et donc, voilà, on va se contenter du constat, ou bien de se dire, non, on va le prendre à bras le corps, ce constat, on va voir comment est-ce qu'on peut l'infléchir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans tout le dispositif de socialisation, de scolarisation, pour influer sur cette réalité. C'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, en fonction de comment est-ce qu'on va percevoir la réalité de la réussite, de l'échec, on va avoir un regard différent sur nos interventions, sur la manière de soutenir les élèves en classe. Je trouve que ça, c'est vraiment, votre question, elle est vraiment fondamentale, parce que ça va impliquer le regard qu'on va porter sur les compétences des unes et des autres, et le soutien qu'on peut apporter aux unes et aux autres. Donc c'est vraiment important de se poser ces questions-là. Merci Marie. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Anne? Oui, mais je trouve que c'est un petit peu difficile parce que c'est vrai qu'à l'école, on peut effectivement avoir un regard et mettre certains mécanismes en place pour lutter contre ces préjugés, mais on est en concurrence directe avec l'autre agent primaire de socialisation qui est la famille. Et donc, si on n'agit que à l'école, j'ai l'impression qu'on va un petit peu lutter, devoir avancer dans le sens contraire du vent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, je comprends tout à fait. Je réponds juste à votre question parce que je pense que Cathy veut ensuite donner la parole à c'est une question qu'on me pose souvent, c'est de dire à un moment, ben oui, mais moi en tant qu'enseignante, comment est-ce que je peux lutter contre ce qui se passe à la maison? Et inversement, parfois j'ai des parents qui me disent, ah ben nous on essaie vraiment de faire une éducation la plus non-genrée possible, la plus ouverte sur le champ des possibles, et dès qu'il va à l'école, boum, il me revient en disant, mais madame a dit que, ou monsieur a dit que, ça c'était pas pour les filles, c'était pas pour les garçons. Donc comment est-ce qu'à un moment, effectivement, ces sphères éducatives que sont la sphère familiale, la sphère scolaire, peuvent participer de la construction identitaire. Et moi, ce n'est pas l'idée de les mettre en tension ou en opposition, c'est l'idée de dire à un moment, c'est vraiment intéressant pour les enfants que les modèles identificatoires qui vont lui être proposés soient différents.
Et donc, c'est bien si c'est différent. Si à la maison, il voit maman qui cuisine et papa qui je sais pas, tond la pelouse ou répare la voiture, mais qu'à l'école, par exemple, eh bien, il voit dans des exemples, dans les manuels ou dans les albums pour enfants, il voit l'éducateur qui passe un coup de balai, il voit l'institutrice qui bouge une table, par exemple. Et donc, c'est de se dire, ah, mais donc c'est possible aussi. C'est possible aussi que les femmes fassent ça, c'est possible aussi que les hommes fassent ça. C'est comme ça que l'enfant va pouvoir se construire une vraie posture et de comment il a envie d'être. Ça, c'est vraiment intéressant. Il n'est pas intéressant du tout que les sphères de socialisation soient identiques dans les modèles qu'il propose. Si l'idée, et c'est notre idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles, c'est de montrer le plus de modèles possibles. De la même manière, on ne va pas, au niveau des albums, mettre tous les Martines à la poubelle en disant ah ben non, ça c'est désuet, c'est un modèle, ou bien mettre tous les contes où les princesses attendent les princes charmants à la poubelle. Par contre, on va rajouter des livres qui proposent d'autres modèles. Donc, ce n'est pas remplacer une assignation par une autre, c'est d'ouvrir le champ. C'est ça qui est intéressant. C'est ouvrir le champ des possibles et de dire ah, on peut être une femme et être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, un garçon et être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça qui est intéressant. Merci Marie-France. Ça rejoint ce que Dominique Veschio dit dans le chat, que pour certains étudiants, au moins à l'école, ça permettra déjà de souffler. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Si oui, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat pour qu'on puisse les relayer. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous passerons à la suite de l'intervention. Mais je pense que je peux donner la parole à Nathalie dans un premier temps et ensuite à Catherine pour la question du comment intégrer cette sensibilisation au genre dans la formation initiale des enseignants. Donc Catherine, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nathalie Collignon, je travaille à l'Université des femmes. Donc, comme le disait ma collègue Marie-France, c'est important de pouvoir se situer. L'Université des femmes est une association féministe. Donc, l'expertise que nous avons, c'est vraiment de poser une grille d'analyse selon la grille d'analyse de lecture de genre et des rapports sociaux de sexe sur la société en général et dans ce cadre-ci sur l'école. Je vais vous présenter un outil principalement. Donc ici, il s'agit du site Égalité filles-garçons de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est le fruit d'une étroite collaboration entre la direction de l'égalité des chances, que Mathilda vient de vous présenter, et l'Université des femmes. Pour ceux qui connaissent déjà la version pour ceux et celles qui connaissent la version qui est actuellement en ligne, en fait, il s'agit d'une nouvelle version qui n'est pas encore accessible actuellement, que nous espérons rendre possible dans le courant de l'année académique 2021-2022 et qui demande une grosse préparation parce que, comme vous allez le voir, il y a beaucoup de nouvelles choses et notamment des outils informatiques qui sont là pour être mis à votre disposition. Avant d'entrer dans le site, je voudrais juste spécifier que ici, ce site est consacré à l'égalité filles-garçons à l'école et donc ce n'est pas un site qui est consacré au genre, qui sont deux notions différentes. Ici, il s'agit bien de rapports sociaux de sexe, donc sur la différence établie au départ du fait de naître avec, comme le disait ma collègue, un vagin ou un pénis, et pas sur d'autres notions. Donc, vous n'y trouverez pas de choses approfondies sur l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, les discriminations raciales, socio-économiques, les handicaps, etc. Il existe d'autres outils pour ça. Ici, on s'est vraiment focalisé sur les rapports sociaux de sexe, parce qu'il est quand même compliqué de faire tout en même temps, puisque si nous avons des choses communes entre toutes ces problématiques, à savoir en fait le fait qu'elles sont le fruit d'un système sociétal qui s'avère oppresseur envers certaines catégories d'individus, chacune demande une connaissance et une reconnaissance de leur spécificité pour être comprise correctement. Donc voilà, ce site, il est pour qui? Pour les professeurs et futurs enseignants, enseignantes.
depuis la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, pour les intervenants et intervenantes extrascolaires, mais aussi pour les parents, les jeunes eux-mêmes, les curieux et les curieuses, ce qui signifie en fait qu'il s'adresse à un public large. Alors, il est basé sur des informations sérieuses qui sont prouvées académiquement, qui sont scientifiques et qui ont été rendues le plus accessibles possible. Donc, au niveau des outils et ressources que vous allez y trouver, en fait, vous aurez tout type d'outils et de ressources, aussi bien des guides pédagogiques que des vidéos qui s'adressent directement aux jeunes ou des publications plus scientifiques. Alors, pourquoi ce site? Eh bien, parce que, comme vient de le dire Marie-France, l'école participe souvent sans le savoir à la reproduction des stéréotypes et préjugés sexistes. Je ne vais pas recommencer à développer toute la partie stéréotype ou pas. Simplement, je voudrais dire qu'au niveau des écoles, c'est un sujet qui n'est pas toujours évident à aborder. Maintenant, il y a différents niveaux sur lesquels on peut agir. Il y a tout d'abord effectivement faire rentrer les problématiques de rapports sociaux de sexe ou de genre dans des projets d'établissement. Et là, évidemment, on est dans la meilleure configuration possible pour pouvoir vraiment agir à tous les niveaux. Mais il n'y a pas toujours besoin d'attendre que tout soit optimal pour pouvoir agir. On peut agir au niveau d'activités transdisciplinaires. On peut agir en mettant en avant des compétences et aptitudes qu'on peut acquérir au travers d'un travail sur les rapports sociaux de sexe, puisque ça permet de s'informer sur le monde et son environnement, de se sentir concerné, de construire une opinion critique, d'apprendre à se positionner, à choisir, notamment au niveau de l'orientation scolaire, à mener une action, etc. Ce sont des exemples, et évidemment au travers de sa propre discipline, quelle qu'elle soit. Le site est divisé en... Toutes les thématiques qui sont abordées sont divisées en deux parties. D'un côté, comprendre et de l'autre côté, agir. Donc, on va expliquer le phénomène, on va expliquer la problématique et puis la décliner de façon détaillée et puis pour comprendre les enjeux majeurs. Mais on ne va pas rester dans un déterminisme. On va aussi aborder des clés d'action, des idées qu'on peut mettre en classe et qui vont agir non seulement sur les stéréotypes, mais effectivement aussi sur la manière dont on peut avoir des interactions avec les élèves, l'aménagement de l'espace, etc. Les thématiques au niveau du contenu sont divisées en trois grandes catégories. On a tout d'abord la catégorie à l'école, donc ce qui se passe à l'école elle-même. On va y aborder aussi bien la mixité scolaire. Est-ce que réellement la mixité scolaire amène une égalité de fait filles-garçons, ou est-ce que ce n'est pas suffisant? On va travailler sur l'orientation scolaire, comme le disait ma collègue ici, effectivement en voyant jusqu'où impacte la menace des stéréotypes les filles et les garçons par rapport aux disciplines et au choix de leur formation future ou carrière future. L'aménagement de l'espace, les interactions, les VRAS, donc qui est plus particulier puisque c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, mais aussi comment tout cela peut mener au sexisme, aux discriminations et au harcèlement. Donc à chaque fois avec des pistes d'action, ce qu'on peut mettre en place aussi bien dans la classe que dans l'établissement scolaire. On a une partie par discipline, donc là on va vraiment aller voir au niveau des disciplines elles-mêmes. On va vous fournir des statistiques, des informations spécifiques et des clés de compréhension des mécanismes sexistes en jeu pour chaque discipline abordée, mais aussi donc des suggestions de pratiques à tester dans vos cours, des ressources pédagogiques, etc. Alors, comme de nouveau, on va mettre en avant, on va vous proposer des pistes qui ne se contentent pas de mettre en avant des figures féminines, parce que ça, c'est quand même, ça reste tout à fait capital et important. Il faut le faire, mais ce n'est pas les seules choses qu'on peut faire au sein de sa discipline. Vous allez avoir ici des idées et des pistes d'action qui vont plus loin, comme par exemple pour les STEM, donc les sciences techniques, informatiques et mathématiques, effectivement travailler sur la confiance en soi
des filles dans les matières enseignées et lutter contre la menace des stéréotypes, notamment, par exemple, en ajoutant des petites phrases qui vont rendre de la confiance en elles aux filles dans ces matières, ou si on prend la matière du dessin, par exemple, rendre de la confiance en soi aux garçons, hein, le sexisme concerne effectivement les deux sexes. Donc le but ici est d'avoir un réel impact positif sur les élèves. Alors cette partie-ci va mettre aussi à votre disposition, elle est un outil pour vous dans le sens où vous allez voir plus tard dans les outils, vous allez avoir l'occasion de participer à cette partie en partageant des expériences, des pratiques, mais aussi des séquences d'apprentissage type égalitaires qui seront partagées et accessibles au départ de chaque discipline dans cette partie. Et puis enfin, la partie en société qui va interroger la place des femmes et des hommes dans le cadre général de la société et non plus uniquement de l'école, sous différents aspects, la culture, la politique, la famille, le travail, mais aussi les conséquences du sexisme que les filles et les garçons sont susceptibles de croiser dans les espaces publics. Donc ici, on va trouver le harcèlement de rue, les violences conjugales, les violences sexuelles, le revenge porn, le cyberharcèlement sexiste, etc. Alors, il s'agit d'une introduction à ces sujets qui peuvent s'avérer délicats à aborder en classe, en sachant que dans chaque classe, il est statistiquement plus que probable qu'il y ait des élèves ou étudiants et étudiantes qui aient été victimes ou témoins de violences, quelles qu'elles soient. Et donc, aussi, vous allez trouver aussi tous les numéros d'associations, de services et d'organismes qui peuvent vous aider si vous êtes confronté à un élève, une étudiante ou un étudiant qui a été victime ou témoin de violence. Enfin, et les parties principales, les tout nouveaux outils que nous vous proposons sont un catalogue qui va regrouper des centaines de ressources et outils qui vous seront accessibles. Je pense que pour l'instant, on doit tourner avec les nouveaux autour des 600 outils actuellement et ça va encore grossir. Ce catalogue est utilisable, alors soit vous faites une recherche par type de source et par thématique, soit une recherche plus classique, plus générale avec des mots-clés. Et donc, vous allez avoir effectivement une image de la ressource, le type de support que c'est, la tranche d'âge à laquelle cette ressource s'adresse, mais aussi un résumé de ce que vous allez trouver dans cette ressource. Ces ressources, donc, je vous le disais, sont vraiment de tout type. On va avoir des outils pédagogiques, des créatifs, mais aussi des leçons égalitaires, des exemples, mais aussi des études, des recherches et des analyses pour aller plus loin et des sites pertinents. Un autre outil qui est actuellement en train d'être construit par les services techniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles est la plateforme participative. Et au départ de celle-ci, vous allez pouvoir proposer des leçons types. Et alors, j'insiste sur cette partie parce qu'évidemment, dans le cadre du parcours de formation initiale des futurs enseignants et enseignantes, vous pouvez tout à fait proposer à vos étudiants et étudiantes, s'ils ont envie d'établir une séquence d'apprentissage égalitaire, eh bien, si vous la validez, de pouvoir la proposer sur le site et nous allons la publier pour donner des idées et à d'autres professionnels de l'enseignement. Voilà, vous pouvez aussi échanger et nous vous invitons vraiment à y échanger des pratiques et des stratégies ainsi que vos questionnements et à recommander des outils et ressources. Parce que ce qui est important de retenir quand même dans cet outil, c'est qu'effectivement, nous, on peut mettre à votre disposition l'information et les choses qui existent, mais il y a beaucoup à faire encore dans le domaine. Et donc, on n'a pas de baguette magique, c'est à vous de vous emparer vraiment de tout ce qu'on peut vous fournir et de travailler ensemble à pouvoir partager vos expériences, ce que vous avez construit en classe, etc., pour pouvoir faire avancer les choses. Je vois que ça se termine. Donc, juste une petite information pour savoir sur l'Université des femmes.
Sachez aussi que vos étudiants et étudiantes, dans le cadre de leur TFE, agrégation, etc., peuvent consulter la bibliothèque Léonie Lafontaine à l'Université des femmes, donc qui est une bibliothèque féministe, que nous avons aussi un prix, le prix de l'Université des femmes, qui va mettre en avant les TFE et masters qui ont une dimension féministe et qui amènent des choses intéressantes, que nous avons des publications comme Égal avec mes élèves, c'est tout à fait mon genre, qui sont à votre disposition gratuitement, et que nous organisons des journées d'études, colloques et expertises dans le domaine. Voilà, merci beaucoup. Alors ne vous fiez pas au nom qui est en dessous de mon image, puisque vous voyez que pour aujourd'hui je m'appelle Jean-Paul, ce qui est assez rigolo pour un webinaire autour du genre. Et donc il nous a été demandé d'essayer de répondre à la deuxième question qui était comment sensibiliser à la dimension de genre dans la formation initiale des futurs enseignants et enseignantes. Il nous semble, en tout cas qu'au CMEA, qu'on pourrait agir de 4 manières différentes pour sensibiliser les futurs professionnels de l'éducation à cette dimension. La première, c'est la formation. Qu'il soit d'ailleurs la formation initiale ou continuée. Vous l'avez entendu dans les 2 présentations qui m'ont précédé, cette question de dimension de genre, elle est assez particulière parce que d'abord les concepts sont assez complexes et sont assez intégrés d'une certaine manière, mais aussi parce que cette dimension de genre, elle vient nous toucher dans ce que nous sommes, nous, en tant que personnes, dans notre histoire, dans notre construction identitaire, dans notre éducation aussi. Et donc, il nous semble vraiment intéressant que les formateurs et formatrices des futurs professionnels de l'éducation puissent avoir un temps formel, posé, pour se former à cette question-là. L'idée est vraiment que chacune, nous puissions prendre conscience des stéréotypes et des assignations du coup que nous portons tous et toutes et que l'on transmet parfois consciemment ou inconsciemment. C'est primordial pour les professionnels qui forment de pouvoir être au clair en fait et de pouvoir comprendre les réactions, leurs propres réactions. Tiens, comment ça se passe pour moi quand il se passe ça? Comment est-ce que je réagis? Ah oui, c'est parce que c'est lié à telle chose que je pense ou que j'ai intégré d'une certaine manière. Il est donc fondamental de travailler d'abord sur soi en tant que professionnel et aussi en tant que personne. Il nous semble aussi vraiment inévitable d'une certaine manière de se former en équipe éducative. En tout cas, si on souhaite qu'il y ait un changement institutionnel dans l'école, que les choses bougent, et vous savez comme moi que l'école est un gros mammouth, parfois pas simple à faire bouger un petit peu, si on se forme en équipe à cette dimension-là, si on la réfléchit ensemble et si on construit ensemble une posture, des intentions et des pratiques pédagogiques, alors on peut être plus cohérent et on peut proposer une formation initiale aux futurs professionnels qui va transmettre des choses au-delà de la matière ou oui, de la matière ou des attitudes. Il nous semble aussi primordial qu'il y ait un temps formel de formation pour les élèves et les étudiants et les étudiantes. C'est difficile de comprendre les concepts, c'est difficile d'être au clair avec ça, c'est difficile de comprendre aussi les enjeux sociétaux et aussi individuels qui existent derrière cette dimension de genre. Et c'est particulièrement difficile de se construire une posture et des pratiques pédagogiques si on n'y est pas entraîné. Et donc, si on permet aux étudiants et aux étudiantes de se former à cette thématique-là, on va leur permettre de s'entraîner collectivement à réfléchir et à construire une posture et des pratiques pédagogiques. Alors évidemment, au CMEA, on propose une formation qu'on appelle très souvent pour une éducation à l'égalité des genres. On en propose de 2 sortes. Une formation qui s'adresserait à tout public, où on aurait des personnes qui seraient intéressées, qui se questionneraient personnellement et parfois même professionnellement autour de cette question de la dimension des genres. Et donc, on peut offrir un espace où ces personnes-là se rencontrent et construisent du savoir. On propose aussi des formations spécifiques à différents champs éducatifs. L'école, la petite enfance, l'animation, l'accueil temps libre, l'insertion socio-professionnelle.
Ces formations, elles ont comme objectif, comme je vous l'ai déjà dit, mais comme aussi Marie-France en parlait tout à l'heure, la conscientisation des assignations de genre. Pouvoir comprendre d'où ça nous vient, comment on fonctionne, mais aussi de pouvoir comprendre leurs impacts en termes de construction identitaire et de posture professionnelle. Ces formations, elles sont toujours encadrées par des équipes mixtes. Nous pensons que c'est primordial, d'une certaine manière, de montrer que la question du genre n'est pas seulement une question de femmes, c'est aussi une question d'hommes, puisque les stéréotypes et les assignations, d'une certaine manière, sont tout aussi enfermants pour les femmes et pour les hommes. Bien sûr, Marie-France vous a expliqué tout à l'heure qu'elle n'avait pas les mêmes dimensions et que c'était parfois plus simple d'être un homme qu'une femme, mais pas toujours en fait. Et donc ça, c'est intéressant de se poser cette question-là et de pouvoir la travailler au sein de la formation. Nos formations, elles se donnent dans un cadre formalisé d'écoute et de bienveillance pour que chacune puisse se sentir à l'aise avec cette thématique un peu touchy, comme je vous le disais tout à l'heure, et aussi avec des méthodes d'éducation active, puisque nous considérons que chaque personne a la possibilité et la capacité de se transformer tout au long de sa vie. La formation est un point de départ d'une certaine manière, et puis cette réflexion, elle se continue. C'est pour ça que la formation continue est tout aussi importante que la formation initiale. Un autre moyen de sensibiliser les futurs professionnels de l'éducation à la dimension de genre, eh bien, c'est l'action au quotidien. De nombreuses recherches ont montré que au cours de notre cursus scolaire, les matières, en tout cas ce que nous avons retenu, ce ne sont pas nécessairement les matières, mais bien la manière dont ces matières nous ont été enseignées, nous ont été transmises. Alors il nous semble au CMEA que quand on est formateur et formatrice de futurs professionnels de l'éducation, il est primordial, il est fondamental d'être d'une certaine manière modélisant et modélisante au quotidien. C'est-à-dire de faire passer bien sûr une matière et des savoirs qui sont tout aussi importants, mais faire passer dans sa posture, dans ses attitudes, dans son non-verbal, dans ce qu'on propose au quotidien, des petites choses qui vont permettre de transformer les représentations autour des stéréotypes genrés. Alors vous allez voir, je vais vous proposer toute une série de choses qui ont l'air assez, d'une certaine manière, banales et simples, mais en fait, c'est extrêmement compliqué de mettre ça en place au quotidien, car ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup de force, je dirais, c'est un mot un peu dur, je trouve, mais ça demande en tout cas de s'auto-surveiller tout le temps, et nous le savons, nous sommes des êtres humains, et c'est très compliqué de faire ça. C'est pour ça qu'il est important que vous puissiez vous dire, tiens, je choisis peut-être une ou deux de ces pistes, et je démarre avec ce que je me sens capable de faire au quotidien. Alors la première piste que nous vous proposons, c'est d'utiliser un langage oral ou écrit qui inclut. On entend très souvent des instituteurs, des institutrices ou des enseignants, des régents, des régentes s'adresser à un groupe classe uniquement au masculin, par exemple. C'est d'une certaine manière, c'est nier qu'il existe d'autres personnes qui ne sont pas des hommes, qui sont des filles, par exemple. Et donc, c'est important au quotidien d'essayer au maximum d'employer des mots qui rassemblent, qui font en sorte que chacune, on se sente inclus dans ce qu'on est en train de parler, dans ce qu'on est en train de dire, pardon. L'idée, c'est peut-être de dire le masculin et le féminin, ou c'est peut-être de dire de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre. Mais en tout cas, d'utiliser au maximum des mots qui traduisent la complexité et la mixité du groupe auquel on s'adresse. Il est aussi important d'être attentif et attentive à ses attitudes, à son non-verbal, à ses réactions. Tiens, comment est-ce que je réagis quand un étudiant me dit qu'en stage, il va animer un atelier tricot? Qu'est-ce que je lui renvoie par mon attitude et par mon non-verbal dans ce qu'il me raconte? Tiens, comment je réagis quand je vois débarquer une étudiante habillée comme un homme? Qu'est-ce que je lui dis, ou en tout cas, qu'est-ce que je lui fais ressentir? C'est vraiment important parce que beaucoup de choses passent par ce non-verbal et par ces attitudes. Il est aussi important
de porter attention à la répartition des tâches entre les étudiants et les étudiantes. Tiens, est-ce qu'à la fin du cours, je tends le balai aux filles et je demande aux garçons de porter les tables? Tiens, est-ce que je propose aux filles de jouer le rôle de secrétaire et aux garçons d'être plutôt rapporteurs dans un travail de groupe? Toutes ces petites choses-là qui font d'une certaine manière que les stéréotypes de genre et surtout les assignations qui sont intégrées soient tout le temps cultivées. Une autre chose importante, et Marie-France en a déjà touché un mot tout à l'heure, c'est la distribution de la parole et des prises de décision. Il ne s'agit pas ici de dire qu'on va interdire aux garçons de parler ou interdire aux filles, plutôt d'encourager les filles à parler tout le temps, mais en tout cas, il s'agit d'être vigilant dans ce qu'on propose et d'observer, de voir qui prend la parole, quand, comment, et de parfois proposer que ce soit d'autres qui prennent la parole. D'encourager la parole de certains ou de certaines. C'est aussi intéressant d'être attentif à la création de sous-groupes de travail. Nous savons que dans le cursus scolaire, on fait énormément de sous-groupes. Et donc, il est important de se dire, tiens, comment est-ce que j'encourage des groupes hétérogènes, mixtes, et comment aussi j'encourage que la répartition des tâches à l'intérieur de sous-groupes ne soit pas liée au fait d'être une fille ou un garçon, mais plutôt au fait de « moi, je préfère ça » ou « moi, je n'ai jamais essayé ça ». Porter aussi attention aux interactions entre les étudiants et les étudiantes. Toujours réagir face à des propos moqueurs ou sexistes. Non pas pour sanctionner ou censurer, mais bien pour que ce soit le point de départ à la discussion, à la réflexion, parce que c'est primordial d'encourager les étudiants et les étudiantes de réfléchir à ce qu'ils font et à ce qu'elles font, parce qu'après, ils vont eux-mêmes et elles-mêmes être dans des classes et peut-être proposer des choses. Une autre chose, c'est soutenir des étudiants qui ne s'identifieraient pas à la norme. Alors tiens, comment est-ce qu'au quotidien, je n'enferme pas une fille qui a l'air d'un garçon? Comment est-ce que je n'enferme pas les garçons dans une case en leur proposant peut-être des activités plutôt masculines ou aux filles plutôt des activités féminines? Comment est-ce que je soutiens la différence? Une autre piste est aussi de mettre en évidence les ressemblances plutôt que les différences. Et pas séparer filles-garçons, mais plutôt rassembler, tiens, qui aurait envie de travailler sur ceci, qui aurait plutôt envie de faire ça, qui se sent faire ça. C'est l'idée aussi d'encourager la confiance en soi et les prises de risques pour expérimenter des nouvelles choses. Et alors une chose aussi vraiment importante, mais dont Marie-France a déjà parlé tout à l'heure, c'est être attentive à la manière dont on accompagne et dont on évalue le travail des étudiantes et des étudiants. Pensez aux petites questions qu'elle vous a posées. Tiens, est-ce que j'encourage le soin qu'un étudiant a apporté parce que c'est un garçon et qu'il est un peu plus brouillon? Est-ce que je retire un point à un travail de fille parce que justement, c'est pas du tout soigné et je m'attends à ce que ce soit soigné? Des petites choses comme ça qui sont au quotidien flagrantes en fait de ce qu'on a envie de transmettre aux étudiants et aux étudiantes futurs professionnels de l'éducation. Il nous semble qu'une autre piste est de regarder le contenu des cours avec le filtre genre. C'est d'être attentive à ce que Nathalie vous disait déjà tout à l'heure. Tiens, d'exemplifier, est-ce que les rôles attribués aux femmes et aux hommes dans mes exemples sont des rôles liés à la mère, au père, au fait d'être forte, d'être douce, plutôt des tâches ménagères, plutôt du bricolage? C'est aussi de voir est-ce qu'il y a un équilibre dans les modèles féminins et masculins que je propose au sein de ma matière. Est-ce que je propose des auteurs femmes et des auteurs hommes, des scientifiques femmes, des scientifiques hommes, mais aussi comment est-ce que je les présente? Est-ce que ces modèles-là, par exemple, si je veux parler d'une femme, est-ce que je la qualifierais de femme 2, épouse 2, mère 2, par exemple? Une idée qui me vient là maintenant, c'est quand on parle de Freinet. On parle souvent de Célestin Freinet, mais Élise Freinet a tout aussi travaillé dans la pédagogie active. Est-ce qu'on présente Élise Freinet comme Élise Freinet, pédagogue, ou Élise Freinet, femme de Célestin Freinet? Voilà, des petites choses comme ça qui sont qui s'immiscent d'une certaine manière insidieusement, mais dont on peut vraiment faire basculer simplement en augmentant le nombre d'exemples et en les présentant autrement. Il faut être aussi attentif aux modèles identificatoires proposés. Je ne vais pas me revenir là-dessus parce que Marie-France en a déjà beaucoup parlé.
Pour vous rassurer, sachez qu'il existe déjà toute une série de choses prêtes. Il y a des ouvrages qui peuvent vous aider, des ressources. N'hésitez pas à aller les consulter. Ici, en ce qui concerne l'histoire, il y a aussi pour la littérature. Il y a des chouettes ouvrages aussi qui vous proposent des guides pour construire des leçons non genrées ou pour orienter les élèves sans stéréotypes. Le site que Nathalie vous a présenté en regorge beaucoup, donc n'hésitez pas à les consulter. Au CMEA, on a aussi des ressources. On a travaillé sur un guide de survie en milieu sexiste qui essaye de déconstruire les mythes à l'origine des stéréotypes. Et là, je propose peut-être à Anne, qui avait posé la question tout à l'heure autour des stéréotypes, d'y jeter un œil. Ça peut être chouette de savoir en fait d'où viennent ces stéréotypes-là et comment ils sont toujours présents dans notre société. Nous avons aussi fait une étude exploratoire sur les manuels scolaires dont Marie-France a parlé tout à l'heure. Et nous avons un chouette mix-outil qui remplit une sorte de fiches d'activité qui sont aussi intéressantes à aller rechercher. La dernière chose qui nous tient vraiment à cœur au CMEA, c'est comment mettre en place des espaces d'échange de pratiques pour les étudiants et les étudiantes de manière assez régulière, en petits groupes, qui leur permet vraiment de s'entraîner collectivement à réfléchir et à construire une posture et des pratiques pédagogiques. Mais pas comme ça en l'air, pas à partir de la théorie, en lien avec leur terrain, leur questionnement. Tiens, je reviens de stage, il s'est passé ça, j'ai entendu ça, comment est-ce que je peux y réagir, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que si on fait comme ça, c'est intéressant, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire comme ça? Il nous semble fondamental en tout cas d'entraîner les futurs professionnels de l'éducation à réfléchir leurs intentions pédagogiques et leur action en lien avec leurs intentions pédagogiques. Alors parce que nous croyons que l'école est un levier essentiel dans le changement de société. Pour conclure, nous dirons, est-ce que nous voulons une société de reproduction où chacune a son rôle prédéfini, ses goûts établis, ses compétences et qualités attendues, dans une vision stéréotypée des filles et des garçons, des femmes et des hommes? Ou est-ce que nous voulons une société qui permette les mêmes choix de filles aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, en prenant en considération ce que chacune aime et ressent, parce que pas ce qu'il est censé être en fonction de son sexe. Voilà, merci beaucoup pour l'écoute. Si vous voulez des informations, voici nos adresses mail et sachez que nos publications sont entièrement téléchargeables gratuitement sur notre site www.cmea.be. Donc, il y avait plusieurs questions au niveau de tous ces organismes au final qui permettent de donner des formations ou qui permettent de faire de donner des outils aux personnes pour régler, enfin pour se s'outiller face à ces questions de genre. Donc, il y avait pas mal de questions autour de l'ONG Le Monde selon les femmes, par exemple, qui propose des formations, mais qui malheureusement sont payantes. Donc, la personne qui posait la question regrette le fait que ce soit payant et que du coup, ce ne soit pas accessible à ces étudiants et ces étudiantes, par exemple, qui souhaiteraient vraiment pouvoir les suivre. Et qui posait un peu aussi la question de savoir quel était le lien entre les CMEA et les mouvements intersectionnels. Donc, il citait l'exemple du projet Imazirène avec Safe Space. Oui, alors par rapport au Monde selon les femmes, en fait, moi, je ne travaille pas au Monde selon les femmes, mais à l'Université des femmes. C'est pas la même association, et donc je ne sais pas pourquoi leurs formations sont payantes. Voilà, donc je ne sais pas si certains de mes collègues ont la réponse, mais... Moi, je peux apporter quelques éléments. Le Monde selon les femmes est souvent subsidié par certains services, dont la Direction de l'égalité des chances. Pour ce qui concerne leur formation, je sais qu'elles ont des sessions de formation ouvertes qui sont effectivement payantes, mais qu'elles proposent également des formations qui, elles, seraient gratuites. Et donc, voilà, je propose du coup moi, je peux vous transmettre les contacts de cette association si besoin. Et
Et alors que vous voyez avec ces personnes ce qu'il est possible de mettre en place au sein de vos établissements. Voilà. Voilà. Ceci dit, voilà, à l'Université des femmes, nous proposons aussi des cycles de formation, dont le CIEF, Séminaire international de formation féministe, en fait. Et là, c'est payant, mais c'est 5 € la séance, donc c'est vraiment le minimum, je pense. Et donc, je pense que ça reste très accessible. Voilà. Merci à toutes les deux. Et par rapport à la question plus sur le lien entre les CMEA et les autres acteurs inter... Bon, est-ce que je peux intervenir pour préciser la question? Oui, bien sûr, allez-y, Oui, monsieur. oui, voilà. Le CMEA s'est présenté justement comme d'inspiration française laïque. Donc, pardon pour l'erreur du Monde selon les femmes. Donc, effectivement, je me suis trompé. Mais j'aurais voulu savoir quelle est votre position, vous, par rapport à ce positionnement qui semble laïque au CMEA. Enfin, en tout cas, l'inspiration du CMEA est bien française. Donc, je voulais d'abord savoir si le CMEA se reconnaissait encore aujourd'hui dans cette laïcité. Et justement, pour l'Université des femmes, quel est votre positionnement, justement, vous aussi, par rapport à cette laïcité? Et pour les deux, mais votre positionnement par rapport à des mouvements intersectionnels, ou le projet, ou en tout cas le groupe Imazirène, avec tout le débat qu'il y a eu sur les safe space, différentes questions françaises, évidemment, qui viennent aussi dans le débat public ici en Belgique, et qui viennent, entre autres, questionner mes étudiants, futurs enseignants, enseignantes en pédagogie. Merci. Oui, alors, Ah oui, j'allais te proposer de répondre à la question peut-être. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, par rapport au CMEA, donc je ne parle que pour de l'association qui m'occupe, hein, bien entendu. Oui, donc, effectivement, on est d'inspiration française, hein, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, il faut savoir qu'effectivement, la définition de la laïcité en France et en Belgique, c'est pas du tout pareil. Hein, on ne parle pas forcément de la même chose. Et donc, effectivement, la laïcité, on le voit, nous, effectivement, comme un moment, une forme d'ouverture, je le disais tout à l'heure, vers l'autre et de rencontre de l'altérité. C'est un peu comme ça que nous, on l'envisage. Donc, quand on parle d'éducation à l'égalité des genres, c'est ça aussi, hein, c'est l'importance de la diversité et de pouvoir se rencontrer en croisant les différentes dimensions de chacun, chacune. Et par rapport à la question de l'intersectionnalité, c'est vraiment une question très intéressante qui touche notamment aussi aux questions de mixité, hein, de non-mixité. Je pense qu'il y a des liens aussi à faire par rapport à ça, c'est intéressant. La question de l'intersectionnalité, c'est vraiment une question à prendre à bras le corps, parce qu'effectivement, encore une fois, si on est sur les stéréotypes de genre, c'est intéressant de dire, tiens, si je parle en tant que femme, oui, il y a des stéréotypes qui me pèsent sur les épaules, des assignations parce que je suis une femme, mais si je suis une femme de plus de 50 ans, si je suis une femme handicapée, si je suis une femme d'origine étrangère, si je suis une femme lesbienne, eh bien effectivement, ça rajoute une couche. Hein, on est dans les assignations et les discriminations qui se croisent, les discriminations croisées. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir aussi traiter les discriminations spécifiques dans cette intersectionnalité, ce croisement des discriminations. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que l'intersectionnalité, elle est vraiment intéressante dans le sens où que les individus puissent dire, moi, effectivement, je suis femme, mais je suis aussi victime de ça, qui m'est spécifique à moi, dans le cadre de ce que je renvoie dans les dimensions de mon identité. C'est vraiment important. Mais il ne faudrait pas que cette prise en compte des spécificités des discriminations que vivent les individus, ni les objets communs, le bien commun, les combats communs à mener, les luttes. Donc, faire commun. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on aille vers les spécificités individuelles et les discriminations individuelles à partir du moment où ça ne nie pas l'intérêt de réfléchir au bien commun, de faire sens et de réfléchir de manière globale au système, au rapport de pouvoir, parce que c'est de ça dont on parle, hein, des systèmes de domination. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de garder ces balises-là en tête. Oui, pour une réflexion sur les discriminations spécifiques, à partir du moment où ces discriminations ne gomment pas tout ce qui reste comme réflexion à faire autour des rapports de pouvoir dans la société, présents dans la société. Merci. Donc, faire alliance, en fait. C'est vraiment l'idée de faire alliance et pas de se servir de cette intersectionnalité pour cloisonner encore plus les combats.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question du coup. Oui, oui, bien sûr, mais voilà. Je suis désolée. Non, voilà, effectivement, c'est la tension dans laquelle on est, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, je crois que comme formateur d'enseignants, on va manquer dans les mois ou dans les années qui viennent par rapport à tous ces débats-là d'outils plus spécifiques sur cet aspect-là qui est, voilà, on le sait au départ, un concept importé des États-Unis et qui ne correspond pas effectivement totalement à la réalité belge. Donc, voilà. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui est peut-être un peu plus spécifique, qui dit que dans le cadre du cours de dimension genre que cette personne donne, elle est souvent interpellée à propos de valeurs égalitaires que doit véhiculer l'école, mais qui entrent parfois en conflit avec des valeurs familiales, parfois très traditionnelles, qui s'opposent à l'égalité de genre. Et du coup, la question, c'est comment agir pour éviter ces conflits de loyauté et la colère de certains parents qui poussent certains professeurs, certains enseignants, enseignantes à se censurer quand ils donnent cours. Oui, c'est moi qui ai posé la question parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une question que me posent de plus en plus souvent les futurs instituteurs et institutrices de préscolaire et de primaire principalement, mais face à laquelle je me sens un peu démunie pour apporter des pistes adéquates. Voilà. Et moi, j'avais exactement la même question, donc j'ai mis le petit pouce parce que parfois ça entre vraiment en contradiction avec les valeurs culturelles du public auquel les enseignants s'adressent. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas, comme ça, entrer en conflit avec un modèle culturel que les élèves veulent préserver, puisque pour la plupart, ils sont issus de l'immigration, quoi. Bien sûr. Catherine, tu veux que je me lance et tu me complètes? D'accord. Ou tu veux toi d'abord? Non, vas-y, je compléterai. Mais moi, ça fait lien avec ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, effectivement, l'enjeu, c'est de ne pas mettre les sphères éducatives en conflit ou en tension. C'est vraiment ça, c'est de proposer des modèles identificatoires, c'est-à-dire pour moi, sortir des jugements de valeur. Ça, c'est vraiment important. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis bien d'accord avec ça. Et les choses dramatiques qui sont passées en France les mois derniers montrent à quel point ça peut exacerber les tensions. Mais à un moment, l'école, elle a un rôle, elle a une mission qui est là, qui ne doit pas être galvaudée, qui ne doit pas être mis au placard sous prétexte que ça va aller à l'encontre des valeurs, les valeurs familiales. Donc, le cadre, il doit être ferme mais bienveillant, je pense. C'est vraiment intéressant. Et alors, surtout, ce que j'aurais envie de dire, c'est, à un moment, ça doit reposer sur du collectif. C'est-à-dire que ça ne doit pas se focaliser entre un enseignant, par exemple, et un parent. Ça doit être quelque chose qui est porté par l'institution scolaire, porté par le projet pédagogique, porté par l'équipe. Il faut sortir de l'interpersonnel parce qu'effectivement, sinon, ça cristallise des positions et de dire à un moment, vous savez, monsieur, madame, ce n'est pas moi qui dit que la mixité dans notre établissement, c'est comme ça. C'est notre établissement, c'est le projet éducatif de l'école. Et donc de sortir de ce conflit de valeurs interpersonnelles pour être sur la valeur, la mission de l'école avec un grand « et » accent, sur ces missions autour de l'égalité, de la lutte contre la discrimination, etc. Et donc ça aussi, ça nécessite effectivement beaucoup d'explications, de bienveillance, d'écoute. Qu'est-ce qui craignent les parents en fait? De quoi est-ce qu'ils ont peur quand ils viennent en disant mais vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez faire ça, ça ne va pas que vous fassiez ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pouvoir écouter les craintes des parents, je pense que c'est intéressant aussi, mais en restant ferme sur sa mission, en restant ferme sur son projet et en faisant collectif pour éviter que ça cristallise et que ça devienne un conflit interpersonnel en fait. Voilà, moi c'est ce que j'avais envie de dire. Oui, évidemment, les pistes que je donne aux étudiants et aux étudiantes rejoignent ce que vous venez de dire, hein, mais de manière très pratico-pratique. Allez, je prends la dernière anecdote qu'on m'a ramenée, où une institutrice primaire met en place des activités où les enfants se tiennent par la main, une fille et un garçon, le papa vient chercher sa petite fille qui se prend une gifle monumentale parce qu'elle n'a pas à donner la main d'un petit garçon. Alors là, à ce moment-là, si l'institutrice rappelle le fondement de l'école, les valeurs démocratiques de l'institution, machin,
voilà, je ne pense pas que ce soit la réponse à ce moment-là. Enfin, voilà, l'institutrice, du coup, pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois arrêter de faire des activités mixtes ou bien est-ce que j'attends que de la part de mon institution, il y ait quelque chose, enfin, ou du collectif, il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Là, aujourd'hui, dans l'action, qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'où est-ce que je peux me permettre, finalement, d'encourager des pratiques égalitaires qui ne vont pas du tout être cautionnées par les parents? Catherine, tu veux répondre? Moi, j'écoutais parce que du coup, ça m'évoquait une question d'une étudiante il n'y a pas très longtemps qui posait une question plus ou moins identique. C'est compliqué, évidemment, mais je ne vais pas répéter ce que tu as dit, Marie-France, mais effectivement, ce qui est dérangeant, c'est la baffe à laquelle on assiste et c'est sur ça qu'on a envie d'agir. Et en même temps, en tant que professionnel de l'éducation, d'une certaine manière, on ne peut pas agir là-dessus. Et donc, c'est aussi de se dire, de pouvoir se dire quelle est ma mission et jusqu'où elle va. Et en tout cas, ma mission au sein de l'école, c'est bien mettre en place des pratiques égalitaires parce que d'abord, c'est la loi, c'est comme ça, et c'est dans le décret mission et ça fait partie de ma mission d'enseignante de le faire. Ensuite, la baffe à laquelle on assiste d'une certaine manière, pour moi, c'est autre chose. C'est comment est-ce que je réagis devant la violence, comment est-ce qu'au sein de l'école, c'est accepté ou pas accepté, qu'est-ce que j'en fais? Donc, c'est compliqué cette question-là parce que pour moi, ça mélange deux choses. Et c'est un exemple un peu, extrême, hein, peut-être. Tout à fait. La gifle. Par exemple, une étudiante me disait, tiens, un papa, au cours d'un stage où elle était, est venu engueuler l'instit en disant, je vous interdis de laisser mon enfant jouer à la poupée. Eh bien, donc l'idée, c'est de se dire, OK, j'entends le parent, c'est quoi sa crainte exactement? Et pouvoir entendre sa crainte et l'analyser avec lui et peut-être lui dire qu'en fait, derrière, il y a toute cette idée de mélange de genre, d'homosexualité et peut-être rappeler que ce n'est pas parce qu'on joue à la poupée que forcément on va être homosexuel, enfin pouvoir expliquer. Et puis, il y a aussi sa mission en tant qu'enseignante qui est de proposer un panel de jeux auxquels les enfants peuvent jouer parce que c'est mon intention pédagogique, c'est mon rôle et ma mission d'enseignante. Et donc, c'est vraiment difficile et je reviens sur ce que Marie-France disait, c'est entendre la crainte des parents, pouvoir la décoder et y répondre, mais aussi pouvoir dire, mais en fait, ici à l'école, c'est comme ça, j'entends bien, et peut-être le rassurer en disant, mais vous savez, il joue aussi à d'autres choses. Mais moi, je ne vais pas lui interdire de jouer à la poupée pour telle et telle raison. Donc c'est toujours important, je pense, de replacer le cadre, tout en étant attentive, à l'écoute, et pouvoir répondre quelque chose aux parents qui va les rassurer, en fait. Et comprendre la question qui est derrière, c'est primordial et fondamental. Et ça vient souvent de problèmes de compréhension et de mélange entre ce que c'est d'être une fille, un garçon, les stéréotypes, l'orientation sexuelle, tout ça est mélangé. C'est important de faire un travail aussi pédagogique avec les parents là-dessus et de pouvoir réexpliquer les choses. Mais c'est très compliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup mais pour les questions qui sont très pertinentes et les réponses également et pour toute la présentation. Je vois que l'heure avance et qu'il est déjà 14 heures. Donc, je suis au regret de devoir clôturer le webinaire et je vais le clôturer assez rapidement en remerciant d'abord tous les participants et participantes qui répondent toujours nombreux et nombreuses à nos webinaires, que ce soit pour celui-ci ou pour les précédents sur les thématiques transversales. C'est extrêmement chouette pour nous et pour les intervenants, intervenantes et pour les participants, participantes, je l'espère, de pouvoir échanger sur ces diverses thématiques. Et je voulais remercier tout particulièrement nos 4 intervenantes ainsi que Barbara qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui pour la qualité de la préparation de ces interventions, pour la qualité de la présentation, pour avoir joué le jeu des questions-réponses et avoir été vraiment à l'écoute. Je pense que c'est extrêmement précieux. Pour ceux qui le souhaitent, le PowerPoint et le replay seront envoyés dans des délais raisonnables à toutes les personnes inscrites et seront également disponibles sur notre site internet dont j'ai mis le lien plus tôt dans la conversation. Et je voudrais aussi faire un petit merci, un grand merci même à l'équipe de l'ARES, qui aussi bien de la cellule d'appui que l'équipe communication et notre direction, bien entendu, qui nous soutient dans ces projets parfois un peu fous de plein de webinaires. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci à toi, merci à vous. Au revoir.